Cessons donc de tricher, de dissimuler, de jouer sur les mots, de multiplier les sophismes. L'alternative est claire, nous devons choisir de conserver notre souveraineté ou d'y renoncer. Il est temps de nous demander comment nous en sommes arrivés à considérer cette question incongrue il y a quelques mois encore comme presque banale. Comment nous en sommes arrivés à considérer la rupture de notre pacte social, sinon comme normale, du moins comme nécessaire. Évidemment, et aujourd'hui encore, on s'échine à nous persuader qu'il n'y a là rien de nouveau. Rien de nouveau peut-être dans les arrière-pensées, mais nouveauté radicale par rapport aux engagements que nous avions pris jusqu'ici et qui étaient d'une toute autre nature. Mettons à part le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui au lendemain de la guerre était tout imprégné d'une idéologie dirigiste et planificatrice, et qui s'est d'ailleurs soldée par un échec total, si l'on en juge par ce qui reste aujourd'hui de la sidérurgie européenne. Hormis donc le traité CECA, on pouvait considérer, avant le sommet de Maastricht, que nous n'avions pas ratifié beaucoup plus que des accords de coopération et de libre-échange. D'ailleurs, 18 mois après la signature du traité de Rome, les constituants de 1958 ont pu souligner et consacrer la plénitude de la souveraineté nationale. Et ils ne l'ont pas fait par inadvertance, comme a paru le suggérer M. Mitterrand, ou par négligence, comme a cru devoir le supposer M. le garde des Sceaux. Faut-il rappeler en effet que le traité de Rome ne mentionne que 2 politiques communes, dont l'une, celle des transports, n'a jamais vu le jour, tandis que l'autre, la politique agricole commune, ne fonctionnait que par consensus depuis que le compromis de Luxembourg avait mis fin, provisoirement, à toute tentation supranationale. Instaurer un marché commun, puis un marché unique, voilà tout ce à quoi la France s'était engagée. Et il n'y aurait rien eu à redire concernant ces engagements-là s'il ne s'était développé peu à peu, à force de règlements, de décisions et de directives, tout un droit communautaire dérivé, sans aucun rapport avec les objectifs fixés par les traités. De toute évidence, se posait un problème d'interprétation des textes, devenant de plus en plus grave au fur et à mesure que la connivence de la Commission, du juge européen et des juges nationaux en venait à imposer aux pays membres la suprématie des textes communautaires. L'exemple de l'acte unique est, à cet égard, tout à fait révélateur. Ce traité déclare en effet que seront prises à la majorité toutes les mesures d'harmonisation nécessaires à la réalisation du marché unique, exception faite des mesures fiscales. A priori, cela n'engage à aucun véritable transfert de souveraineté. Si l'on veut bien considérer qu'un marché unique n'est pas un espace économique uniforme et qu'il n'est pas besoin de nombreuses mesures d'harmonisation pour faire jouer convenablement la concurrence entre les pays membres, soumis au principe de reconnaissance mutuelle des réglementations. Mais il a suffi que la Commission, disposant de l'initiative des textes, décide que la réalisation du marché unique nécessitait l'adoption de 300 directives d'harmonisation pour que celles-ci soient adoptées à la majorité, sans qu'aucun recours ait pu être opposé à cette qualification arbitraire, la Cour de justice des communautés étant elle-même convertie sans réserve à l'idéologie fédéraliste. C'est ainsi que, dans les faits, notre engagement initial se révèle désormais bien plus contraignant que ce qui ressortait de la lettre du traité. Pour autant, ce n'est quand même là encore qu'un problème d'interprétation pour lequel on pourrait théoriquement trouver une solution constitutionnelle qui s'impose aux juges. Ce n'est plus du tout le cas avec les accords de Maastricht
qui ne souffre d'aucune ambiguïté.